tous les vendredis, on refait la semaine éco avec vous. Valérie Plagnol, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la présidente du Cercle des épargnants et fondatrice d'une société de conseil et d'investissement. Alors, la croissance hier chinoise était la bonne surprise, elle s'établit à 6,9%, même au-delà des prévisions. Alors absolument, alors c'est plus tout à fait une surprise parce que au cours de l'année on a vu les chiffres augmenter et la Chine a largement communiqué sur ce sujet. On a effectivement une amélioration nette de l'activité en Chine, quelle que soit la réalité de ces chiffres, il faut bien le dire, on a du mal à en percevoir véritablement l'intensité parce que la Chine au cours des années a tendance à lisser en fait ses résultats. Il n'empêche, elle a bien participé cette année à la reprise globale et ça s'est vu par d'autres indicateurs, que ce soit ses importations, la reprise par exemple des achats dans le luxe qui a énormément été tiré par la Chine, les importations de matières premières, une activité qui se déploie maintenant et qui compte énormément sur l'ensemble du commerce mondial, sur l'ensemble aussi bien sûr de l'économie de la zone et de la région proche de la Chine. Oui, parce que c'est une embellie générale qui se dessine, même pour la zone euro et la France qui voit 2% de prévision de croissance pour 2018. Alors effectivement, on n'a pas cessé de relever les prévisions d'activité et maintenant les estimations pour 2017 sur la zone euro. C'était véritablement la bonne surprise de l'année 2017 avec une croissance franchement en rattrapage par rapport aux États-Unis notamment. Et depuis en fait la crise, c'est bien la première fois qu'on a une embellie et une reprise économique synchrone sur les trois grandes régions du monde. C'est ce qui a permis cet effet d'entraînement généralisé qui s'est montré d'ailleurs et caractérisé par une amélioration très nette aussi du commerce mondial. On est à plus de 5% de croissance sur un an. Oui, mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas rester un peu prudent parce qu'on sort de 6 années de morosité après la crise des subprimes, mais tous les indicateurs ne sont pas non plus au vert. Alors, il y a deux éléments très très importants, voire inquiétants. D'une part, le fait qu'un certain nombre de pays ressortent de la crise et de cette crise effectivement bientôt décennale avec beaucoup de dettes, et c'est le cas de notre pays. La dette a augmenté, la dette publique. Dans certains autres pays, c'est la dette privée, c'est le cas notamment et un des sujets d'inquiétude pour la Chine, puisqu'on n'arrive pas très bien à saisir et à mesurer l'ampleur. C'est pour ça qu'ils ont réduit drastiquement leurs investissements à l'étranger. D'autant plus que l'ensemble des entreprises, le secteur industriel était en surcapacité et en surproduction. Donc on a certainement eu des éléments de nettoyage qui se sont faits, mais à quelle vitesse et de quelle ampleur, on a un peu de mal à le mesurer. Et en France, effectivement, nous sommes un des pays où la dette publique a continué d'augmenter depuis cette crise, ce qui est un sujet d'inquiétude. Et d'autant plus que la balance commerciale française est très déficitaire. On a beaucoup parlé il y a 30-40 ans des twin déficits américains, mais c'est vrai que nous aussi nous connaissons des déficits twin, donc jumeaux, entre la balance publique d'une part et la balance extérieure. Le commerce extérieur français est très déficitaire, effectivement, et notre positionnement commercial comme notre endettement nous met dans une situation beaucoup plus fragile et en moindre capacité, il faut bien le dire, à profiter de la reprise globale, même si c'est ce qui a quand même tiré aussi nos exportations, mais on importe beaucoup aussi. Mais là, le problème, c'est la remontée de l'euro. L'euro est très fort, donc ça ne va pas aider aux exportations. Alors, la France, dans son positionnement commercial, est effectivement un peu plus sensible que d'autres pays, notamment, on l'a beaucoup cité, l'Allemagne. En termes de compétitivité, elle est beaucoup plus sensible à l'euro et au renforcement de la devise pour ses exportations, on le sait, pour certains secteurs. Il n'empêche, on est en fait aujourd'hui dans une situation qui est plutôt celle d'un affaiblissement général du dollar parce qu'on voit que ce mouvement est vraiment partagé par un certain nombre, par les principales devises du monde qui aujourd'hui se renchérissent contre la devise américaine. Donc il y a effectivement une part d'amélioration qui est liée à la situation européenne, au rattrapage économique, à la perspective maintenant de la fin du quantitative easing et de la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne. Mais il y a aussi de l'autre côté de l'Atlantique un affaiblissement et une moindre confiance, disons-le, dans le dollar de ce point de vue. Oui, parce que vous parliez de la Banque Centrale Européenne, elle change un peu son attitude, elle veut maintenant normaliser la situation et être peut-être un peu moins généreuse. Alors, elle est très prudente dans son discours, mais c'est vrai qu'elle ne peut que constater cette amélioration de l'activité économique. Elle sait aussi qu'en France, en zone euro, il y a un certain nombre de rigidités économiques et un certain nombre de pays qui sont déjà au plein emploi. Donc tout ça la met
est dans une situation qui lui permet de reconfirmer qu'à l'horizon de l'automne, les achats nets d'actifs devraient s'arrêter et qu'au-delà, bien au-delà, parce qu'elle parle plutôt de 6 à 8 mois, on aurait une remontée des taux. Maintenant, les marchés sont en train d'anticiper cette situation, voire même de considérer que peut-être les choses se passeront un peu plus vite. Oui, parce que sur les marchés, on a un peu le sentiment que tout se passe sur les marchés asiatiques ou les marchés américains qui se portent très bien, pendant que les marchés européens sont un peu plus atones. Alors, il y a une forme de sous-performance des marchés européens, mais enfin, on a connu de très belles progressions quand même. Il y a une très grande interaction entre tous les marchés, et c'est vrai qu'une remontée de l'euro pèse un petit peu sur l'activité. Mais enfin, on est quand même tiré globalement par les mêmes acteurs et les mêmes fondamentaux. Donc, de ce point de vue, moi, je ne suis pas très inquiète. On a plutôt le sentiment qu'au contraire, en Europe, on a encore des valorisations intéressantes qui permettront de retrouver des investisseurs qui seront plutôt intéressés à revenir ou venir encore et ajouter sur les marchés européens. Donc, c'est pas tout à fait le sujet. Pas d'inquiétude, de possibilité de bulles financières qui pourraient se créer Oh, des bulles, on en a vu. Des petites bulles. Mais des bulles petites au sens où elles ne semblent pas avoir un caractère systémique, comme la bulle immobilière de la fin des années 2000. Mais le Bitcoin a été une bulle. Certains marchés immobiliers dans certaines régions sont quand même très tendus. On voit aujourd'hui que certains salaires, par exemple à Hollywood, commencent à augmenter de manière importante. Donc il y a ici et là effectivement des bulles qui aussi justifient de la part des banques centrales qu'elles se retirent et qu'elles commencent à normaliser leur politique monétaire ou qu'elles la continuent de telle sorte qu'elles évitent effectivement une généralisation de ces actifs et de cet excès de crédit qui commence à se manifester de ci, de là. Oui, parce que pour le moment, on ne voit pas de retour de l'inflation. Alors, c'est vrai que c'était un peu l'arlésienne de cette histoire et que depuis plusieurs années, on se dit mais comment se fait-il, il n'y a pas d'inflation, la fameuse courbe de Phillips qui arbitre entre l'emploi et l'inflation ne fonctionne plus. Beaucoup de pays, les États-Unis, l'Allemagne sont au plein emploi et malgré tout, on ne voit pas d'inflation. Alors moi, je crois qu'en fait, il y en a. On a véritablement une remontée globale et générale des prix. Elle est beaucoup plus ténue que dans d'autres cycles économiques. Il y a effectivement les effets de la concurrence, les effets du vieillissement de la population, du changement générationnel et probablement du changement technologique et d'une productivité qu'on a du mal à mesurer, il faut bien le dire. Mais globalement, nous ne sommes plus dans une situation qui était celle il y a encore 2-3 ans d'un risque de déflation. Donc l'ampleur de la remontée, le niveau absolu est faible, c'est vrai, mais l'ampleur est réelle. Il y a bien un retournement de ce point de vue aussi. Mais donc elle est masquée, il faut se méfier, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne devrait être un peu plus active, un peu plus déterminée, en revenir à son ancienne politique conseillée, héritée par l'Allemagne à l'époque, avant la crise des subprimes. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur des niveaux absolus qui sont inférieurs à ce qu'on a connu dans les cycles économiques précédents. Et ça va se traduire, on l'entend dire par exemple, si je prends l'exemple de la Réserve fédérale, qui a des objectifs très affichés par la perspective de relever son taux directeur à 3%. La dernière fois, on était plutôt à 5%. Donc on est plus bas, on part de plus bas, mais on a quand même un chemin à parcourir. Et effectivement, la Banque Centrale Européenne, dans ce contexte, alors la hausse de l'euro favorise effectivement ou atténue l'impact de la pression inflationniste, notamment qui pourrait se manifester à travers la hausse ou le remontée des prix du pétrole. Moi, je considère que c'est plutôt une bonne chose parce que ça redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs. Mais le prix du baril reste en dessous des $70, donc ça reste une bonne nouvelle quand même. Ça reste une nouvelle tout à fait acceptable, absolument, mais là encore, on vient de plus bas, donc on a eu une pression supplémentaire qui, cette fois-ci, parce que les prix hors alimentation-énergie, c'est-à-dire l'évolution des salaires et des revenus est relativement faible, ça ponctionnait le pouvoir d'achat. Donc ce qui préserve le pouvoir d'achat des consommateurs dans ce contexte, plutôt une bonne nouvelle. D'accord, parce qu'il y a quand même aussi des très bonnes nouvelles en Europe. Le fleuron de l'aviation Airbus qui vient d'être sauvé, son A380 avec des commandes records d'Emirates, et le marché automobile européen qui se porte très très bien. C'est quand même une industrie très importante en Europe. Alors je crois qu'on a le sentiment en plus que c'est d'abord un mouvement général de reprise qui est tout à fait remarquable effectivement et qui s'accompagne effectivement d'une révolution technologique dans un domaine industriel à très forte diffusion. C'est-à-dire que autour de la construction
de la voiture est en train de se jouer véritablement la prochaine révolution technologique autour de la mobilité, de l'énergie, les batteries, l'électrique, donc et l'aménagement, comment dirais-je, les objets Internet connectés, etc. Donc c'est véritablement un effet d'entraînement général qui est assez remarquable et effectivement qui soutient l'activité. Oui, parce que on le voit aussi, l'Europe, la France essaye de peser sur ce nouveau marché du numérique, de l'intelligence artificielle, du monde connecté, où on a encore un peu de retard, mais on essaye d'être présent parce que c'est un peu le futur, là où on a une carte à jouer pour peser internationalement. Alors c'est très difficile de dire si on est en retard ou en avance en fait dans ce contexte, parce que justement c'est une pépinière de nouvelles idées, de nouvelles technologies qui se déploient, et finalement ce sera l'usage qu'on en fera et sa capacité à les diffuser qui fera le succès de l'ensemble de ces données. Ce qui est clair, c'est que les grandes industries s'organisent, et notamment l'automobile, autour de ces nouvelles technologies, et effectivement l'Europe est particulièrement bien placée, et la France, on le sait, avec une densité d'ingénieurs et de savants qui permettent en fait d'avancer dans ce domaine. La question, c'est effectivement quel financement, quel modèle économique, quelle rentabilité autour de ces nouvelles technologies. C'est un peu la difficulté aujourd'hui pour l'investisseur pour faire la part des choses quand on est au démarrage d'une telle révolution. Merci Valérie Plagnol, présidente du Cercle des économistes. Tout de suite, on va prendre le pouls de la bourse au réveil.